Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai retrouvé ma voix, je suis très heureux. Je tourne le 20 juin 2022 et il s'est passé des choses le 19 et le 20 juin 1944. Et nous allons en parler dans cette vidéo qui, attention, ce coup-ci je le précise, n'est pas pour tout le monde. Cette vidéo est à base de second degré, c'est une manière pédagogique de voir les événements actuels sous un angle très différent. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, pas avec tout le monde. Donc cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Ne le prenez pas mal, c'est pas du manque de respect, ce n'est rien du tout. C'est juste un prisme beaucoup plus léger que ce que vous pouvez être habitué sur cette chaîne. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP en temps réel gratuit qui se déroule pendant un conflit mondial du 21e siècle. Choisissez votre propre stratégie, engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. Vous obtenez un cadeau exclusif, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. Offre disponible uniquement pendant 30 jours. Ne perdez pas de temps. L'idée aujourd'hui, c'est quoi? Bien, c'est le 3e épisode de l'invasion, la tentative d'invasion du Canada par les États-Unis. Deux grands pays avec d'énormes distances, avec beaucoup de monde et avec des météos assez complexes. Vous avez vu peut-être les deux premiers épisodes. Premier épisode où ça se passe mal du côté du Québec. Deuxième épisode où voilà, nous on a essayé de prendre le Québec. Alors je fais le Canadien. Et ensuite derrière, ça contre-attaque du point de vue américain. Aujourd'hui, eh bien, de quoi nous allons parler en nous appuyant sur Conflict of Nations, le jeu en ligne, pour justement rendre tout ça beaucoup plus pédagogique. Et nous allons surtout nous intéresser à, maintenant que le Canada s'est fait enfoncer par les États-Unis, comment est-ce que nous allons pouvoir contre-attaquer, comment est-ce que nous allons réussir à mobiliser l'opinion mondiale pour réussir à avoir des aides et pour pouvoir renverser la vapeur. Mais nous verrons également que le talon d'Achille de tout ça, c'est la... Pardon, vous voyez, je me rends encore un peu. C'est la ressource humaine. Allez, jingle. Notre pays est dans un mauvais état. Nous avons été enfoncés par un adversaire qui était prêt et nous avons été un petit peu surpris. Nos défenses dans la profondeur ont été touchées, nos stocks de munitions et surtout notre armée n'était pas en mesure de faire face à un envahisseur aussi professionnalisé. À partir de là, eh bien, la décision du politique a été, et c'est normal, d'essayer d'attirer l'opinion publique sur l'agression que nous faisons, à laquelle nous faisons face actuellement là au Canada. Mais surtout, là, notre objectif, c'est de récupérer la souveraineté au-dessus de notre pays, et ça commence par récupérer la 3e dimension, le ciel. Nous allons donc demander à nos alliés de mettre en place une no-fly zone, une zone d'interdiction aérienne. Si nos alliés acceptent de mettre des avions de chasse pour empêcher aux Américains de rentrer au-dessus du Canada, nous allons pouvoir éviter des raids en profondeur, nous allons pouvoir éviter du bombardement de l'appui-sol et nous allons donc ensuite, derrière, pouvoir également peut-être utiliser cette 3e dimension, non pas de manière passive à protéger l'espace aérien, mais également à des fins offensives, parce que avec des avions de chasse, vous pouvez mettre en œuvre des bombes et appuyer vos troupes au sol. Typiquement, quand vous regardez la no-fly zone en Libye, elle n'a pas fait qu'empêcher des avions de Kadhafi ou autres de se mettre en l'air. Elle a surtout fait de l'appui-sol pour les personnes au sol. Donc cette no-fly zone, voilà, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Ils ne vont pas pouvoir aider parce que ça voudrait dire qu'ils deviennent co-belligérants et donc automatiquement ils se retrouvent en guerre contre les États-Unis. À partir de ce moment-là, d'un point de vue politique, nos alliés sont un peu plus sioux, un peu plus fins et ils vont accepter de nous livrer du matériel. Mais comment réussir justement pour forcer les opinions publiques à changer? Dans les démocraties, c'est l'opinion publique qui gouverne, donc il faut réussir à faire évoluer les mentalités des personnes qui votent pour influer le politique. Et bien là, je vais commencer en tant que Premier ministre du Canada à faire des demandes et à montrer à mes hommes, les galvanisés, que je suis au Canada. Donc, comme vous pouvez voir derrière moi, je suis sur la place d'Ottawa, je suis là avec tout mon gouvernement. Et notre objectif, c'est vous dire, restez motivés, battez-vous, et la population internationale, prenez fait et armes, rejoignez-nous, venez vous battre avec nous pour repousser l'envahisseur américain. Dans un deuxième temps, si ça ne fonctionne pas assez, eh bien nous allons
nous mettre un peu plus, on va dire d'un point de vue marketing de la force, dans une étape plus au-dessus, et nous allons vous montrer des images de vos propres pays attaqués. On va vous dire, imaginez si les Américains viennent faire ça chez vous. Forcément, l'impact serait moindre dans les pays du Golfe, ils ont de l'expérience. Ensuite, comment on continue de galvaniser nos troupes et comment on arrive à créer un narratif très intéressant? Eh bien, vous avez sûrement entendu parler du caribou de Chicoutimi. Chicoutimi, c'est dans le nord-est du côté du Québec, tout ça, et il y a une base, Bagotville, où il y a des F-18 américains. Et il semblerait qu'un caribou, aux commandes de son F-18, aurait abattu 258 avions américains en l'espace de 12 heures. Donc on aurait tout ce mythe autour du caribou de Chicoutimi. Et ensuite, derrière, nous irions chercher d'autres choses, comme par exemple, l'horrible torture faite à nos hommes qui, ne voulant pas laisser certaines de nos possessions, ont été faits prisonniers et condamnés à faire des concours de manger de burgers. Mais pire que ça, il semblerait qu'il y ait de la torture à base de Dr Pepper. Donc là, vous voyez, on est dans le burlesque. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, c'est une narration qui existe depuis la nuit des temps. C'est la base dans le combat. Donc ça, toute cette partie de communication, parce que maintenant, les gens, tout le monde l'a bien intellectualisé, il l'a bien compris, ça sert un objectif qui est la survie du pays attaqué. Et forcément, plus on est blessé, plus on est désespéré, plus on essaye des choses pour susciter une réaction, pour avoir son objectif. Et là, ça tombe bien, parce que ça y est, nous, on récupère des golds, comme vous pouvez le voir, on se retrouve très très riche maintenant, et on va également recevoir beaucoup de matériel, ce qui nous permet d'avoir du matériel de haute technologie pour pouvoir, dans un premier temps, augmenter le niveau de guérilla et dans un deuxième temps récupérer des armes lourdes pour pouvoir renverser la vapeur, pour pouvoir contre-attaquer l'adversaire. Avoir du système SATCP, du lance-roquette, ce genre de choses, c'est bien, ça va permettre de faire de l'attrition, des pertes chez l'adversaire et de gêner les Américains, mais ça ne va pas vraiment nous permettre de contre-attaquer et de récupérer les terrains qu'ils ne veulent pas lâcher. Maintenant, on a besoin de chars, on a besoin de matériel beaucoup plus lourd. Et donc ça demande forcément une plus grosse logistique. Et ça demande également, et c'est là le grand problème, de la ressource humaine. Alors quand je vous dis ressources humaines, oui, il y a du monde dans notre pays, au Canada, il y a des personnes entre 18 et 65 ans qui pourraient se battre. La problématique, c'est qu'on n'est plus en 1500, on n'est plus à l'époque où le matériel était simple, et encore, avec une épée, il y a des niveaux d'expertise. Mais il faut savoir mettre en œuvre un char, il faut savoir mettre en œuvre du matériel qu'on nous amène. Il faut savoir, quand on est une petite équipe, rentrer, faire des embuscades, tout ça. Bref, l'armée professionnelle, c'est un métier et ça demande de l'expertise, de la formation. Ça met des années à former un bon opérateur des forces spéciales. Donc, le talon d'Achille, même si on a des moyens quasi limités, c'est les hommes, les ressources humaines disponibles, les compétences humaines, hard skills ou soft skills, pour mettre en œuvre ces matériels intelligemment. Éviter les tirs fratricides, ce qu'on appelle le blue on blue. Éviter des soucis de communication, parler à la radio, prendre les bonnes initiatives, bien briefer, bien débriefer, toutes ces choses-là, ça demande du temps. Et c'est pas évident quand vous êtes au combat de mixer opérationnel et formation. Ça doit être fait, mais ce n'est pas évident, surtout avec l'attrition. Et pour nous permettre de bien prendre du recul, je vous ai dit, le 19-20 juin 1944, la bataille des Mariannes, appelée par les Américains, par hasard, donc la bataille de Philippines, The Great Turkey Shot. Ça a été en gros le tir au pigeon. Alors pourquoi le tir au pigeon? Vous avez par exemple là où vous voyez le lieutenant junior Alexander. Alors lui, 6 victoires aériennes en une journée. Il est devenu as en un jour, mieux que Tom Cruise. Il a décollé du Lexington, il a battu 6 adversaires dans la journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À cette époque-là, vous avez l'amiral japonais Ozawa. Il est en charge à peu près de 9 porte-avions, à peu près 30 000 hommes. Il a 440 avions embarqués, à peu près 300 avions sur différentes bases terrestres sur des îles qu'ils ont. Et en face, il y a l'amiral Spruance, 905 avions, 15 porte-avions, à peu près 100 000 personnes à la mer. Juste des flottes énormes. Et là, vous avez la grosse compète, le gros combat entre les deux mastodons. Et vous avez en une journée la perte pour les Américains de 123 avions pour 109 décès. Et en face, 600 avions. Vous avez un ratio de 1 à 5. Ils ont perdu 123 avions les Américains, en face 600 avions. Ils ont également perdu 2 porte-avions lourds, un porte-avions léger, plus de 3000 morts.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est monstrueux. Et sur les 123 avions détruits, c'est pas souvent par les avions adverses, c'est plutôt par de la DCA. C'est absolument énorme. Donc là, prenons un petit peu de recul sur ces chiffres. Pourquoi ? Il y a eu en gros 10 000 pilotes américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y en a 120 qui ont été des as, mais il n'y a pas que des pilotes de chasse. Les statistiques, en gros, elles disent que 5% de vos pilotes de combat peuvent devenir des as. Que 50% de vos pilotes de combat finiront la guerre avec 0 victoire aérienne. Et que 40% des kills viendront de vos as. Donc je résume, une population de 100 pilotes de chasse. 50 vont jamais abattre personne. 5 vont devenir des as. Et ces 5 sont responsables pour 40% des victoires aériennes. Début de la Seconde Guerre mondiale, en 41, dans le Pacifique, sinon c'est 39, vous avez à peu près une expérience de 750 heures de vol par pilote japonais. Ils avaient beaucoup d'expérience, ils s'étaient bien préparés à la guerre. Toute la première partie de la Seconde Guerre mondiale, dans le Pacifique, les Japonais ont des Zéros, très bons avions, et ont des personnels pour les mettre en œuvre de grande qualité. Il a été décidé de garder les as et les pilotes expérimentés au front, au combat pendant toute la Seconde Guerre mondiale, ce qui a amené mathématiquement à de l'attrition et à de la perte de personnel compétent. Les Américains ont décidé de faire des rotations, de faire tourner le personnel, de forcer du personnel, même as, même ayant envie de se battre, en unité de combat, frontline squadron comme on dit, à venir aux États-Unis et faire la formation avancée des pilotes de combat. On a forcé cette rotation, ce mélange de l'expérience. Et vous vous êtes retrouvés, du coup, à également refuser de baisser le niveau d'heures de vol avant d'envoyer les pilotes au combat. Les Japonais, de plus en plus pris à la gorge, finissaient en 1944 par avoir en moyenne dans leur armée de l'air des pilotes qui avaient une expérience de seulement quelques centaines d'heures de vol, à peu près 275. Donc vous envoyez des plus jeunes pilotes macaronnés avec en gros 45-50 heures au combat. Ça n'a aucun sens. Résultat, ils se faisaient massacrer. Et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que les Américains, par cette rotation pendant la Seconde Guerre mondiale, et par leur volonté de ne pas baisser leur standard de formation, ils investissaient toujours 525 heures de vol avant d'envoyer un pilote au combat, eh bien, ont réussi à maintenir un haut niveau de formation et de qualité RH, là où les Japonais avaient des compétences RH qui descendaient au fur et à mesure. Donc, quand au début de la guerre, les Japonais sont un peu au-dessus, les Américains sont là, chaque combat, c'est un peu moyen. Après, quand vous vous retrouvez avec ce bras de levier, c'est pas linéaire, c'est des combats. Donc, vous avez un pilote avec 40 heures de vol face à un Américain, même jeune, qui a ça 125 heures. Boum, le Japonais meurt. Boum, le Japonais meurt. Et ainsi de suite. Et donc, il faut bien comprendre que tout est dans la formation, tout est dans l'investissement que vous arrivez à mettre loin du front dans votre personnel. Et ça, c'est la guerre de 40. On est loin de la technologie moderne qu'il faut savoir appréhender. Donc là où je veux en venir, c'est que maintenant que le Canada, là, on a reçu beaucoup de matériel, là, dans le jeu, dans Conflict of Nations, on va réussir à rattaquer. Pourquoi ? Parce qu'on a cette capacité, grâce au gold là qu'on a reçu, grâce à l'argent, de faire beaucoup plus rapidement nos développements et la formation de notre personnel. Dans la vraie vie, si je n'allais pas faire ça, eh bien, il me faudrait beaucoup plus de temps pour sortir mes unités et je n'arriverais pas à renverser la vapeur. Donc toute la difficulté à l'heure actuelle est dans cette capacité à avoir une RH, avoir des compétences de militaires qui restent cohérents. Je ne dis pas qu'à l'heure actuelle, les Américains n'ont pas la même problématique. Dans ce cas-là, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Quand vous avez de l'attrition, de la destruction des deux côtés, celui qui va gagner, c'est celui qui va réussir à s'inscrire dans le temps long. Je vous renvoie vers Simon Sinek qui parle de finite game et d'infinite game. Finite game, c'est un concept qui dit que vous rentrez dans une compétition, vous rentrez dans un marché, vous rentrez dans une guerre, vous avez une ligne d'arrivée. Infinite game, c'est comme les talibans en Afghanistan, ils jouent le temps long. L'Occident était sur un finite game. On ne pouvait pas rester indéfiniment en Afghanistan. Les talibans, ils avaient tout le temps. In fine, quand vous jouez le infinite game que vous gagnez. Mais toute la difficulté, c'est de pouvoir quand même continuer à jouer. Donc même quand vous êtes dans cette infinite game, il faut mettre un certain niveau d'investissement pour pouvoir continuer à jouer le jeu. C'est comme au poker. Au final, nous, ça se passe bien. Comme vous voyez, on reprend un petit peu de terrain aux Américains. Et là, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, est-ce que vous voulez qu'on arrête l'invasion des États-Unis ou est-ce que vous voulez qu'on continue jusqu'à Washington? Je vous rappelle qu'en 1814, les Canadiens ont fait brûler la Maison Blanche.
J'espère que cette vidéo sur un ton très différent vous a plu. C'est important de pouvoir prendre un petit peu du recul. On va revenir très rapidement avec des vidéos très sérieuses d'actualité et tout. Mais je pense que c'est important, on a un public qui est très hétéroclite, d'attaquer le cerveau en fait sous un angle différent. La pédagogie, c'est ça. Et permettre de mieux comprendre des situations, des fois avec un peu de burlesque. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ah oui, nous sommes dans la formation professionnelle maintenant également, donc n'hésitez pas à nous contacter, des team building, des formations. C'est la rentrée, bientôt vous préparez un sales kick-off, des choses comme ça. Eh bien, venez donc tester des avions de chasse. On arrive avec des simulateurs de vol, on crée des scénarios pour impacter vos collaborateurs et faire ressortir certains points. Amélioration continue, communication, auto-briefing, ou même la sécurité. On travaille pas mal avec des personnes qui travaillent sur les milieux de tension ces derniers temps. Allez, je vous dis à très bientôt, j'arrête de parler, je vais finir de récupérer ma voix et à la prochaine. Et d'ici là, fly safe!